Bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc je vais intervenir sur l'ours. Pour les présentations sont faites dans le document. Je tiens à dire que je suis plus en activité maintenant. J'ai travaillé à l'ONCFS toute ma carrière. Et bon, je représente moi-même en fait, parce que dans ce domaine-là, c'est assez conflictuel. Donc je parle sans contrainte ni rien. Donc voilà, je suis libre de pas mal de choses. Je dis également que j'ai travaillé sur l'ours, mais normalement, j'ai travaillé au suivi de population, essentiellement. Mais comme j'étais seul pendant plusieurs décennies, j'ai dû m'affronter également à tout ce qui était conservation, relations avec les politiques et tout. Donc, je suis dans le bain et dans le chaudron depuis un moment. Voilà. Donc, très bien. Mais, je pense qu'on peut. Oui, alors je me suis conformé l'intitulé à ce que vous m'avez demandé. Voilà. Donc, c'est bon. Alors, un petit peu comme le loup, hein, les relations homme-ours sont très anciennes. Et au départ, c'était des relations avec un animal sacré. Il y avait le mythe de l'ours qui était très présent dans les sociétés humaines. Et puis, par la suite, au néolithique, il y a eu donc accumulation de biens, le bétail est arrivé, bétail domestique, donc il a commencé à y avoir des problèmes entre l'homme et l'ours. L'ours étant bien sûr un animal prédateur. Et puis, mais toutes ces relations donc évoluent encore aujourd'hui, puisque l'ours, on situe l'ours comme une bête, un animal qui est un peu le symbole un peu de la nature sauvage, en particulier dans les Pyrénées. C'est un peu un maquisard, vous voyez, c'est un peu un demi-homme, demi-bête sauvage, c'est l'autre de l'homme en fait. Et il y a toutes les relations, ces relations compliquées que l'on peut établir entre l'homme et l'ours. Il y a des différences quand même qui sont assez fondamentales, quand même qu'il faut noter avec le loup, c'est que c'est une espèce qui hiberne. Donc, évidemment, en hiver, eh bien, il n'a pas besoin de se nourrir. Ce sont des périodes qui peuvent être difficiles. Et la faune sauvage, en hiver, souvent, en particulier les mammifères et les carnivores, n'ont pas d'autre possibilité que de prédater. Alors que l'ours, lui, eh bien, il est dans son trou et il reste du mois de décembre au mois de début avril. Il est un peu oublié. Et c'est ce qui lui a donné également une aura un petit peu particulière auprès des hommes. L'homme ne comprenant pas ou comprenant difficilement cette façon qu'il a de disparaître pendant plusieurs mois. Voilà, donc on trouve aujourd'hui encore des fêtes de l'ours qui sont très vivantes dans les Pyrénées françaises et espagnoles. Donc c'est une espèce qui a une aura particulière. C'est une espèce qui était présente, bien sûr, un peu partout, en Europe, en France, comme en Amérique du Nord. Et puis, en fait, il a eu à subir pendant plusieurs siècles la destruction systématique des individus. Il y avait des destructions par des fosses, il y avait des destructions par le fusil. Et on est arrivé donc à des situations où l'animal a disparu de la plupart des montagnes, sauf qu'il est resté dans les Pyrénées. Il a survécu. Et en 1995, dans les Pyrénées, on comptait environ 5 ou 6 individus uniquement. Individus autochtones. Alors, bien évidemment, en 1996-97, le ministère de l'Environnement français a, donc un peu par nécessité et sous la pression un peu européenne aussi, parce que l'ours est une espèce qui a un statut vraiment extrêmement protégé et qui apparaît dans la Convention de Berne, qui apparaît également dans la directive Habitat Faune-Flore et qui est citée au niveau des annexes 2 et 4 également, donc une conservation très importante et fait l'objet de toutes les attentions, si on peut dire, de la part de l'État. Donc il y a eu une réintroduction, sous la pression des associations également de protection de la nature, réintroduction dans les Pyrénées centrales en 96-97 et en 2006. En tout, l'Espagne également a relâché un ours, donc il y a eu 11 ours qui ont été relâchés dans les Pyrénées, dont 2 dans les Pyrénées occidentales, là où étaient les ours autochtones, les derniers. Il a fallu attendre 2018 pour que cette opération soit réalisée. Alors aujourd'hui,
Voilà, vous avez l'aire de répartition qui est quand même assez large, qui s'étend sur 250 km à peu près d'est en ouest dans les Pyrénées. Globalement, c'est la même population, mais la répartition se déroule sous deux noyaux de population, Pyrénées centrales et puis Pyrénées occidentales. Il y a évidemment des échanges d'individus. Au niveau des effectifs, l'effet des relâchés d'ours a été relativement immédiat et on voit une croissance donc assez importante. On situe entre 82 et 92 individus en 2003 dans les Pyrénées. Plusieurs techniques sont utilisées pour cela. Et voilà, donc c'est une population qui s'accroît. D'un point de vue génétique, évidemment, les reproducteurs réels, remarqués au moins, sont assez rares. Et on a eu pendant longtemps un seul mâle qui se reproduisait avec les femelles qui étaient présentes. Donc il y a un taux il y a une perte de diversité génétique assez importante qui a été chiffrée à peu près à donc la perte génétique, ça a doublé de 2006 à 2020. Et là, actuellement, l'OFB est en train de réaliser avec un thésard donc une étude sur les dernières observations pour voir les problèmes génétiques que cela soulève. Voilà, donc il y aura dans quelques années donc des résultats probants là-dessus. Mais en tout cas, la consanguinité augmente de façon assez importante. Alors, on a bien vu que on avait des ours autochtones dans les Pyrénées occidentales. Il y avait des dégâts. Ce sont des animaux qui causent des dégâts sur les troupeaux domestiques, en particulier sur les ovins et sur les caprins, et pas sur les bovins, ou très rarement. Donc, c'était une région où il y a toujours eu des ours. Donc les bergers étaient habitués à cette présence, il y avait un gardiennage, et puis en plus c'est une zone où on pratique l'élevage, donc pour l'élevage laitier, ce qui fait que les troupeaux sont regroupés tous les soirs, les bêtes sont prêtes et puis elles sont relâchées le lendemain, donc ça aide beaucoup. Voilà, donc les relâchés donc d'ours en 96-97 se sont déroulés dans les Pyrénées centrales, bien loin de la zone concernée par les derniers ours pyrénéens et dans des zones où c'est du pâturage, si on peut dire pastoralisme extensif, et où bien sûr les ours qui ont été relâchés ont eu quand même la possibilité de pouvoir s'intéresser facilement au bétail et de causer pas mal de dégâts. Alors, comme je disais, les bovins sont un peu indemnes de la présence de l'ours. Alors, vous avez ici un graphe qui vous montre le suivi de la prédation. Ce sont les attaques d'ours. Et pas le nombre de bêtes, mais attaques d'ours. Et on voit qu'il y a une période où il y a eu une période assez stable de dégâts, puis ensuite ça a nettement augmenté, ça a été consécutif à des reproductions assez importantes, nombre de femelles omnibas, et il y a eu un afflux de subadultes, mâles en particulier, qui sont supposés avoir causé plus de dégâts que les autres ours. Puis après, il y a une stabilité, on voit là depuis 2018-2019, et cette stabilité peut être due à l'installation de mesures de protection des troupeaux qui commencent à s'installer dans les Pyrénées. Alors la prédation, il y a eu quelques études qui ont été faites. Bien évidemment, c'est un phénomène important parce que ça limite l'acceptation de cet animal, bien évidemment, partout. Lorsqu'on regarde la prédation, elle n'est pas égale sur tout le territoire, sur toute la zone fréquentée par l'ours. Ce sont des points des points chauds de prédation que l'on remarque. Alors, c'est évidemment dû à des conditions environnementales, mais également à des pratiques de gardiennage qui existent ou qui n'existent pas dans certains endroits. Voilà. Ce que l'on remarque également, c'est que les conflits sont exacerbés dans les zones où il y a une colonisation par l'espèce. Dès qu'un ours arrive, évidemment, les pratiques ne sont pas adaptées. Les gens ont commencé à avoir un peu peur de cet animal, qui est quand même un animal assez puissant. Et puis, donc il y a des difficultés, bien évidemment, de cohabitation entre le pastoralisme et cet animal qui est présent. Je parle de ça parce que c'est une expérience
que j'ai vécu de près, dans les Hautes-Pyrénées, où j'avais donc essayé de gérer la présence d'un ours, d'un jeune ours pyrénéen, qui était le dernier ours pyrénéen, qui est venu s'installer, s'est expatrié, venu s'installer dans les Pyrénées, dans les Hautes-Pyrénées, et là, il a causé beaucoup de dégâts. Et donc, beaucoup travaillé là-dessus, et on a travaillé en étroite collaboration avec les éleveurs, en faisant de l'information au jour le jour, avec des appareils automatiques qui transmettent l'information, enfin, et puis des contacts permanents avec les éleveurs. Et on a quand même eu des résultats assez probants pour la gestion de cet animal. Bien évidemment, c'est une technique qui ne convient pas pour gérer une population entièrement, c'est uniquement dans les zones de recolonisation, qui sont les plus problématiques. Alors, on pourrait dire que lorsqu'on voit le développement post-lâché dans les Pyrénées centrales, que les ours et puis le pastoralisme sont incompatibles. Effectivement, lorsqu'il n'y a pas de gardiennage, ça devient très problématique. Donc, il y a vraiment une obligation, une nécessité de garder les troupeaux tels que ça se présente dans le Haut-Béarn, par exemple, où c'est le cas. Donc ça suscite des conflits aigus. Et ce qui est étonnant, c'est que ça dure depuis quand même 3 ou 4 décennies, tout ça, et c'est vraiment assez compliqué à gérer. Donc ce sont des mesures qui sont mises en place, qui sont souvent mal comprises, et puis il y a un manque de dialogue, quoi, qui est évident entre les différentes parties, que ce soit des pro-ours ou des anti-ours, voilà. Et les administrations sont prises un peu là-dedans, entre deux feux, ce qui complique bien la tâche. Maintenant, je parle de la chasse. La chasse en zone à ours, alors c'est quand même, pour la conservation de cette espèce, c'est quand même assez problématique parce que, bon, outre le dérangement que ça peut causer dans certains endroits, mais enfin bon, c'est surtout le fait que la chasse en battue, avec des chiens courants, aurait tendance à débusquer les ours, bien évidemment, puisque ces ours ne sont pas suivis par radiotélémétrie, on ne sait pas a priori où il se situe, et donc il y a fuite de l'animal. Si c'est un ours solitaire, bien il s'en va et puis il disparaît, personne ne le voit éventuellement. Si c'est une femelle avec des oursons, elle va écarter ses oursons de la zone et puis elle va revenir. Et là, elle va se mettre à charger pour défendre ses oursons. Et alors, évidemment, là, on se retrouve avec des drames tels qu'on l'a connu. On a connu, par exemple, la dernière ours pyrénéenne, Cannelle, qui avait été tuée à cette occasion-là. Évidemment, quand vous vous retrouvez face à un ours, que vous êtes chasseur ou pas, eh bien, c'est quand même assez problématique. Concernant, donc, ces problèmes-là, il est bien évidemment extrêmement difficile de gérer la chasse de façon assez stricte et dans les zones à ours, vu l'étendue de la zone, on procède à des informations auprès des chasseurs, on procède à information, réunion d'informations, conduite à tenir, en particulier lorsqu'on est face à un ours, comment mener une chasse en battue. Voilà, donc pour limiter les risques de confrontation. La seule mesure un peu restrictive concerne les tanières hivernales d'ours, donc qui sont protégées dans un périmètre assez réduit autour, mais c'est extrêmement rare parce que les tanières sont très difficiles à trouver, elles ne sont pas connues, en particulier pour des animaux qui ne sont pas suivis par radiotélémétrie. Alors, la place de l'ours dans les écosystèmes, elle est vraiment multiple. Et évidemment, l'ours a une action qui est un peu très mal connue. Donc, il y a des recherches qui sont menées actuellement par l'OFB sur, en particulier, la zoochorie, c'est-à-dire la dispersion des graines dans la nature. Il y a quand même beaucoup d'éléments qui sont reliés, qui relient l'ours à son environnement et à l'homme. Alors, c'est un ingénieur des écosystèmes, si on peut dire, parce que il impacte quand même les mouvements des grands herbivores. Il impacte par exemple énormément les sangliers, et ça c'est quelque chose qui est très peu connu. Mais je parle de par mon expérience personnelle, et j'ai très souvent trouvé des carcasses de sangliers prédatées par des ours. Donc il y a sûrement une dispersion de ces espèces-là, ces espèces qui sont assez problématiques pour le pastoralisme. Donc comme je disais, ils dispersent des graines.
Il incite l'homme à favoriser certains végétaux, bien sûr, puisque on est dans une zone de conservation, une zone d'habitat de l'ours, et certaines espèces sont favorisées. Il y a une protection qui est assez importante, en particulier concernant des chênes, concernant également des peuplements de myrtilles, que l'ours consomme. Il améliore un petit peu les parcours des troupeaux, puisqu'il faut qu'il y ait quand même un suivi de ces troupeaux-là, et ça permet de gérer les estives d'une façon un peu différente. Et il accroît la diversité également des vieilles forêts, vu que c'est une espèce, l'ours, qui consomme par exemple beaucoup d'insectes xylophages, qui vit sur les bois morts, et la conservation de l'ours favorise justement par voie de conséquence, donc la gestion de ces vieilles forêts. Voilà. C'est également une espèce phare. Je pense que moi je travaille plus, je suis plus en activité, mais je crois que je dois avoir des journalistes au téléphone toutes les semaines. Bon, c'est comme le loup aussi, hein. Mais l'ours, il y a une vision un petit peu différente. Il y a c'est un peu l'animal, le nounours encore, le nounours en peluche, ces formes rondes qui suscitent un petit peu l'intérêt de pas mal de gens. Et c'est une espèce qui, par exemple, vous avez France 3 Sud à Toulouse, ça a été longtemps l'ours, le second sujet traité dans les informations par cette chaîne-là. Donc c'est vraiment très important, on en parle énormément et ça suscite un énorme intérêt de la part de tout le monde et en particulier donc des gens, même dans les Pyrénées, des gens qui ne sont pas concernés directement par la présence de l'ours, je veux dire par là les bergers. On a ici, vous voyez, il y a un journal ici arabe qui a parlé de la mort de Canel, qui était la dernière ours pyrénéenne. Alors, les impacts, si on peut les citer un petit peu sur l'homme. Bien sûr, j'en ai parlé tout à l'heure, la présence d'ours peut réduire les populations de sangliers, mais bon, c'est quand même relativement limité puisque les ours sont pas nombreux, et puis il n'y a que les grands ours qui procèdent ainsi, qui prédatent les sangliers. L'ours est également un charognard très très important, qui peut réduire la propagation de germes pathogènes dans la forêt. Donc dès qu'une carcasse traîne en forêt, eh bien, elle est repérée systématiquement et de très loin par les ours qui ont un odorat extrêmement développé. Et une carcasse de vache, par exemple, elle peut être consommée en 3-4 jours par un ours. C'est assez incroyable. Et puis après, l'ours va partir. Ils ont surtout au printemps cette recherche de carcasses, en particulier des animaux qui sont morts dans les culots d'avalanche, ou alors des animaux qui sont morts en fin d'année précédente, animaux domestiques, où l'ours peut revenir et consommer les restes. C'est un animal qui favorise énormément le développement touristique et on a des exemples dans de nombreux pays, puisqu'il y a des charters de touristes qui vont pour aller observer les ours dans les monts Cantabriques, au Canada, aux États-Unis. Voilà, donc, et puis ils captent les médias nationaux, donc ils favorisent cette vision que l'on a des Pyrénées, la frontière sauvage. C'est une façon donc assez intéressante de promouvoir le tourisme local. Quand on parle avec les touristes qui viennent dans les vallées d'Aspe et d'Ossau, par exemple, puisque je stationne là-bas quand même, l'ours vient toujours sur le tapis dans chaque discussion, et puis voilà. Alors, ensuite, bien évidemment, le fait que l'animal cause des problèmes et qu'il y a une gestion à réaliser, eh bien ça favorise des emplois nouveaux ou des emplois, ça réhabilite par exemple le travail de berger. Il y a évidemment des équipes qui s'occupent de la conservation et du contrôle des comportements des ours. Donc il y a des moyens supplémentaires qui sont alloués à la gestion des activités montagnardes du fait de la présence de l'ours. Et puis c'est une espèce qui relève l'identité locale quand même, puisque les Pyrénées et l'ours, c'est toujours un couple qui a toujours existé. On a toujours parlé de l'ours dans les Pyrénées. Ici une image qui vous montre un ours qui a tué un sanglier et qui est en train de le consommer. C'est dans les Pyrénées, Pyrénées occidentales. On voit là donc
C'est assez facile pour un ours de tuer un sanglier quand il y a la neige. Quand il n'y a pas de neige, c'est très difficile peut-être, mais sinon, le sanglier s'enfonce dans la neige et l'ours arrive à le prédater assez facilement. Je parlais tout à l'heure de la diversité ou de l'augmentation de la biodiversité, donc qui s'appuie sur cette capacité qu'ont les ours à disperser sur de grandes distances. Donc les graines de myrtille, par exemple, les graines de graminées ou autres. Donc toute une frange d'études actuellement qui sont menées actuellement dans les Pyrénées. Et puis alors, bon, je termine là-dessus parce que c'est quand même quelque chose de très important. Non loin de chez nous, dans les monts Cantabriques, en Espagne, il y a tout un tourisme naturaliste qui existe depuis plusieurs dizaines d'années sur une population d'ours qui est florissante, qui comptait une cinquantaine d'individus il y a une quarantaine, 50 ans, 40-50 ans, et maintenant il y a 450 individus dans cette zone. Et c'est une zone où il y a un tourisme très important naturaliste pour l'observation des loups. L'observation des loups dans cette zone-là, par exemple, se fait de façon extrêmement facile. Il faut y aller en périodes vraiment les plus intéressantes qui sont le printemps. Et puis, donc, vous pouvez voir des ours assez très facilement. Et il y a énormément de petits villages qui autrefois étaient des villages pastoraux, qui étaient assez petits, qui maintenant se sont accrus, ont installé des hôtels. Le tourisme vert est en plein essor dans cette zone-là, dont l'activité était complètement moribonde. Et la présence de l'ours n'est nullement remise en cause par les autorités locales. Voilà. Faut dire que c'est une région dont on parle beaucoup. On dit souvent les monts Cantabriques, qui font attention aux ours, oui, mais il n'y a pas de moutons, très peu de brebis. Le problème dans les Pyrénées, c'est que c'est pas du tout pareil. Là-bas, il y a beaucoup de bovins et la cohabitation entre l'homme et l'ours est relativement facile. Et des ours, ils en veulent à tel point que lorsqu'on leur a demandé des ours pour en réintroduire dans les Pyrénées dans les années 90, ils n'ont pas voulu. Parce que pour eux, c'était une façon de perdre le monopole qu'ils avaient justement sur ce tourisme naturaliste-là et l'ours en particulier. Donc ils ne voulaient surtout pas. Enfin, c'était une raison qui n'a pas été évoquée, mais j'en ai parlé et à demi-mot, j'ai compris cette chose-là. Voilà, ils voulaient absolument ne pas donner d'ours aux provinces pyrénéennes. Et ce qui aurait favorisé la création d'une population d'ours. Enfin, bon, maintenant, la population existe dans les Pyrénées espagnoles. Vous voyez ici, donc c'est une photo dans les monts Cantabriques, ça ne ressemble pas trop aux Pyrénées, c'est un peu plus bas, mais enfin bon, ce sont des zones qui sont extrêmement sauvages. Et là, ce jour-là, bon, on voyait les ours qui étaient juste au-dessus de la ferme, une ferme donc de pastorale avec du bétail, et on voyait les ours qui se baladaient on arrivait à les croiser, à les voir dans les clairières, les petites clairières qui sont au-dessus de cette zone forestière. Alors, globalement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure sur le loup, c'est que quand on est dans le 16e arrondissement, eh bien, effectivement, les ours, on les aime bien. Lorsqu'on est, si on peut dire, au cul de l'ours, on est vraiment, ou sous la patte de l'ours, dans les vallées et puis dans les estives, c'est plus du tout la même histoire. Évidemment, moi qui suis pro-ours, bien sûr, hein, mais je vis dans le Vallée d'Aspe, je vis dans une zone à ours, j'ai des ours qui viennent presque dans le jardin chez moi, je sais ce que c'est que d'avoir des ours autour de soi tout le temps. J'ai pas de bétail, mais pour avoir vécu le stress des bergers lorsqu'ils savent qu'il y a un ours dans la zone, eh bien, c'est quand même assez compliqué, quoi. Donc voilà. Alors, bien évidemment, lorsqu'on est loin de l'ours, on est beaucoup plus favorable. Voilà. Bon, en fait, moi, ce que je retire de ces nombreuses années ou décennies de travail sur l'ours, c'est une chose qu'on ne faisait pas au début ou très peu, c'est qu'on n'impliquait pas les populations locales. Il y a eu des tentatives, mais il y avait toujours le ministère de l'Environnement, de ce que j'ai vu, a toujours essayé de gérer la communauté nationale, de gérer l'opinion publique nationale en la contentant et en lui disant voilà, les ours, on va faire ça, ça et ça, sauf que ça n'avait pas été préparé en temps voulu auprès des populations locales et ça ne passait pas, bien évidemment. Donc, voilà, donc il faut vraiment impliquer la population locale et puis suivre la population d'ours. Ça, c'est très important.
parce qu'il peut y avoir donc des problèmes de consanguinité, il peut y avoir des problèmes divers, et puis évidemment intervenir. Intervenir, c'est quand même quelque chose qui est très très important parce que l'ours a un caractère, comment dire, un caractère de dangerosité qui peut être assez développées à certains moments, surtout certaines, je parlais des femelles suitées tout à l'heure, les ours solitaires non, mais les femelles suitées peuvent avoir, donc il faut qu'il y ait un suivi important, en particulier dès qu'il y a des comportements familiers de certains ours, il faut qu'il y ait un suivi, et ça c'est l'État qui le réalise. Et puis des interventions, alors des interventions, on parle beaucoup d'effarouchement, on peut parler aussi de capture ou de destruction des ours. L'effarouchement, pour ma part, bon, c'est une mesure qui est faite et qui est discutée depuis plusieurs années dans les Pyrénées. C'est une mesure qui est plus sociale ou politique qu'autre chose. Effaroucher des ours, c'est extrêmement difficile, et je l'ai fait peut-être une trentaine de fois, et ça réussit rarement quand même. Voilà, donc ça, il faut vraiment le voir. Sauf si on intervient au départ du comportement de l'animal, le comportement déviant. Donc il faut qu'il y ait un réseau de suivi très fin des comportements et intervenir au besoin. Voilà, une image ici assez rigolote que je n'avais pas du tout anticipé, c'est dans les monts Cantabriques en Espagne. On voit ici, donc, dans une zone qui est donc bien pourvue en ours, avec un petit village. Donc on voit, il y a un ours à problème. Ici, et dans cette zone qui œuvre et qui traverse le village la nuit, les enfants peuvent avoir peur. Donc il y a une tentative de capture de cet ours, on voit la cage, qui est dans une zone où il y a des poubelles. Bon, et puis il y avait la campagne électorale, là, et tout le monde s'entendait. Voilà, donc on venait vous lire les affiches électorales tout en regardant la cage à ours. Voilà, donc c'était... C'est assez curieux dans les Cantabriques, vraiment, la présence de l'ours ne pose aucun problème, au contraire. Et en bas, vous avez ici une image un peu iconique, un peu de la présence du pastoralisme de l'ours dans les monts Cantabriques, avec une vache ici, et puis qui s'approche d'une sculpture en granit d'un ours dans un col dans les monts Cantabriques. Voilà. Un des derniers ours autochtones des Pyrénées. C'est des photos assez étonnantes qui datent, mais et actuellement on peut faire des photos complètement différentes avec des femelles suitées comme ici. Alors ces photos sont faites par l'Office français de la biodiversité. Et beaucoup de documents ici, bien sûr, bien évidemment, sont issus de recherches qui sont faites par l'Office français de la biodiversité, et puis également des documents qui sont issus des services espagnols, catalans, navarrais, et des monts Cantabriques. En Espagne, il faut citer bien les provinces. C'est pas comme en France. Voilà.